Les mesures fiscales qui sont censées aggraver la situation des contribuables à la fin de l'année sont bien loin d'être votées. Et l'organisation Ma'aleh classe les entreprises et montre la résilience et l'unité de la société israélienne. Et aujourd'hui, pour cette chronique économique dont vous êtes familier, nous allons parler de la rentrée fiscale des contribuables, des cotisations de retraite, d'une révolution israélienne dans le monde de l'édition et d'un nouveau classement des entreprises israéliennes qui apportent énormément à la société israélienne. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous pour écouter la sacro-sainte parole de Daniel Guggenheim, notre économiste préféré. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors selon Ynet, Daniel, alors que on avait l'impression que tout allait bien se passer pour nous, il parle dans un article d'une rentrée amère pour les contribuables. Vrai ou faux? Ynet a fait part de l'intention du fisc de vouloir faire une rentrée amère pour les contribuables. Ça veut dire nous taxer, nous faire payer beaucoup d'impôts. Voilà, c'est-à-dire surtout ce qu'on appelle les exonérations fiscales ou les niches fiscales, les supprimer. Quoi, par exemple, il y a les locations qui ne sont pas imposées jusqu'à un peu plus de 5000 shekels, les fruits et légumes, et là, où il n'y a pas de TVA, des choses comme ça. Donc, que les Israéliens, ceux qui connaissent en Israël l'économie, savent que c'est depuis longtemps. Et comme l'a dit le ministère des Finances cette semaine, la guerre a coûté très cher, coûte déjà très cher, plus de 300 milliards de shekels, donc ils préparent des plans. Voilà ce que disait cet article-là. Et donc, la question est de savoir si c'est vrai ou pas, ou est-ce qu'il faut s'affoler de ces choses-là. Déjà que les Israéliens ont déjà été mis à contribution cette année, de toute façon, par une TVA, l'année dernière, etc. Et que la vie n'est pas simple. Oui, par des jours de vacances en moins de congés payés, etc. Et est-ce que c'est vrai? C'était assez affolant comme mesure-là. Alors, pourquoi, en vérité, c'est faux? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que si on regarde au niveau du déficit budgétaire, il reste autour de 5%. Bien sûr, c'est pas les 3% habituels, mais d'après tous les organismes, normalement, il devrait baisser l'année prochaine parce que par exemple, la consommation économique est très importante. On en a parlé si souvent. Donc, c'est la première chose qu'économiquement, c'est pas vrai. Deuxièmement, faut réfléchir point de vue politique. Nous sommes en 2026 et 2026 sera une année, de toute façon, il y aura des élections. On ne sait même pas s'il y aura un budget en 2026. Et d'ailleurs, la plupart des observateurs pensent qu'il n'y aura pas de budget voté en février 2026 parce que si c'est un budget d'austérité, personne ne veut faire un budget d'austérité quand, de toute façon, il y a quelques mois après des élections. Donc, c'est pas du tout vrai. Ni parce que il n'y a pas une obligation économique de le faire, ni parce que sans doute politiquement, il n'y a pas, le gouvernement pourra pas le faire et ne voudra pas le faire pour les raisons dont j'ai citées ici. Donc c'est ça pour résumer cette situation. Bon, donc on s'inquiète pas encore vraiment. Voilà. C'est déjà pas mal. Les cotisations de retraite, en tout cas un certain montant assez important, des Israéliens auraient disparu. Alors sont-elles volées? Envolé? Où ça, Daniel? On s'inquiète. Oui. De quoi il s'agit? C'est effectivement Calcalis, qui était un organe de presse très estimé, qui a réussi à se procurer une question posée à l'autorité du Shuk HaHon, c'est-à-dire qui justement supervise tout ce qui est des retraites, marché financier, ça s'appelle. Alors, il faut savoir qu'en Israël, il y a une loi qui s'appelle Chovesh Meda, c'est-à-dire que un individu ou un organisme, n'importe qui, peut poser des questions d'administration et ils sont obligés de répondre, sauf si c'est des choses secrètes, point de vue défense. Mais quand c'est des choses économiques, la plupart du temps, ils sont obligés de répondre. Et là, la question était de savoir, est-ce que toutes les cotisations que les gens y font, est-ce qu'ils sont bien mis dans les sociétés comme il le faut? Et la réponse a été non. C'est un chiffre extraordinairement, malheureusement, très, très important, de 1,650 milliards de shekels qui n'ont pas été donnés là où il faut, c'est-à-dire il y a des cotisations qui sont faites par les patrons et par les salariés, jusqu'à un peu plus de 18% du salaire, et ça n'a pas été versé dans des comptes qui doivent être dans les entreprises, justement, qui gèrent ça, donc que ce soit les caisses de retraite ou autres, ça n'a pas été fait. Alors, où est passé l'argent, Daniel, franchement? Il faut savoir en plus que parmi ça, 575 millions de shekels, donc la moitié, un peu moins de la moitié de ça, est de plus d'1 an, et donc ne sera jamais rendu aux salariés. Donc d'abord, il faut un état de fait très très grave.
Pourquoi ça, de quoi ça vient cette histoire-là? Lorsque l'assureur ou celui qui fait donc la demande de faire d'envoyer de l'argent qui doit être des cotisations aux entreprises, il y a un code, c'est-à-dire il y a un numéro où vous devez envoyer. Or, souvent, ça c'est arrivé que le numéro était pas bon. Donc c'est pas arrivé à l'endroit où ça devait arriver dans le compte, dans l'entreprise, dans celle qui gère, que ça soit au niveau des caisses de retraite, c'est là où il y a le plus, Keren Pensia, c'est là où il y a le plus, 319 millions de shekels de ça. Il y en a aussi dans Keren Ishtalmut, fonds de formation, Kupat Gemel, qui sont aussi des caisses de retraite, et Bitoar Menahalim, qui sont aussi une forme de retraite. Donc, je parle de tout ensemble. Et donc, le numéro a été techniquement pas bien attribué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été attribué à Monsieur Rouven, un tel qui devait le mettre là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si c'est plus d'un an, la loi dit que ça doit être rendu au patron, mais pas au salarié. Donc, lui, il aura perdu complètement son argent. Quand c'est moins d'1 an, alors, on peut faire une réclamation, on voit ce qui se passe, et à ce moment-là, le salarié récupérera son argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, chacun accuse l'autre. Les assureurs disent, c'est parce que les entreprises font pas bien leur boulot, c'est-à-dire des entreprises, des investissements, les boîtes d'investissement qui sont chargées de ça devraient mieux faire de vérifier si c'est bien arrivé ou pas. Les entreprises disent que c'est le fait, les entreprises d'investissement, les boîtes disent que c'est la faute des assureurs, qu'ils ne remplissent pas bien, en hébreu, ce qu'on appelle le tofes, le document où il faut là-bas marquer le nom de la personne, son identité et le numéro où il doit être attribué. Et donc, c'est de leur faute à eux, comme ça dit les boîtes d'investissement, c'est la faute des assureurs. Ah oui, d'accord, mais qui va solutionner le problème des salariés? Et le Reshut Shukaon dit que c'est la faute aussi un peu des cotisants, pour ça que je voulais en parler d'ailleurs, qui doivent vérifier chaque fois, au moins une fois par an, s'il y a bien eu 12 afkadot, ça veut dire 12 dépôts de cotisation. Alors, en vérité, moi je dirais c'est en premier la responsabilité de la Reshut Shukaon, parce que c'est elle qui est responsable. C'est une autorité qui est faite justement pour nous protéger à nous, en population. Et c'est elle de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce problème-là. C'est un problème apparemment d'informatique aussi. On se plaint que les plateformes digitales qui servent de ça sont désuètes. C'est ce qu'ils disent aussi, et les boîtes d'investissement et les assureurs. Mais dans ce cas-là, c'est le Reshut Shukaon qui doit imposer de changer ça. C'est impossible que ça continue comme ça. Et ça a été un calcul qui a été fait par Calcalis, il faut comprendre, il s'agit à peu près de 118 000 dépôts qui sont concernés par ça, parce qu'ils ont fait un calcul par rapport au salaire moyen, etc. Et quand je parle des 118 000 dépôts, c'est uniquement pour le Keren Pensia, parce que là où le plus grand problème, comme je dis, c'est le Keren Pensia, avec 319 millions de shekels, rien que là-bas, ils ont calculé, c'est, comme je l'ai dit, 118 000 dépôts qui ont été faits, donc c'est un problème très très important. Et mon appel à moi, bien sûr, avant que les choses marchent bien, c'est que vous vérifiez chaque fois si votre cotisation a bien été enregistrée comme il le faut. Bon, mais si jamais certains suivent vos conseils et se rendent compte que, ils n'ont pas eu les dépôts effectués comme il se doit, ils peuvent rien faire. Pendant un an, oui. Après, non. Et on continue avec une nouvelle très sympathique. Un concurrent israélien serait apparemment en train de naître par rapport à Amazon, donc un Amazon blanc-bleu, on peut dire. En fait, ce sont des entrepreneurs israéliens qui veulent révolutionner le marché de l'édition. Comment vont-ils s'y prendre, Daniel? Oui, c'est effectivement un article d'Israël Hayom qui a parlé de cette entreprise très intéressante. C'est une entreprise qui est née après le 7 octobre par deux entrepreneurs qui habitent Jérusalem, qui ont eu le problème suivant. Ils étaient justement dans le marché de l'édition et ils se sont dit, voilà, nos machines sur lesquelles nous travaillons ont des problèmes. Et apparemment, on va pas être livré bientôt pour pouvoir être réparé. Et donc, il faut qu'on trouve une autre solution. Et donc, ils ont trouvé une nouvelle technologie qui, justement, dépasse ces problèmes techniques. Et quel est l'intérêt? Ils ont appelé ça POD, c'est-à-dire édition de livres sur demande. BookPod, tout à fait.
Donc, on édite des livres sur demande, ça veut dire qu'on peut choisir le nombre d'exemplaires? C'est ça l'idée? Tout à fait, parce que normalement, lorsque quelqu'un, un écrivain, que ça soit quelqu'un dont c'est le métier, que ça soit un individu, lorsqu'il veut publier un livre, on lui demande et combien tu voudras sortir, et il y a un minimum d'exemplaires, il y a un minimum, et puis il y a un problème de stockage, etc. Et lui, peut-être, il doit financer maintenant des centaines de livres, et finalement, il y aura qu'une dizaine qui sera vendue. Et donc, c'est un grand problème. Donc ça veut dire qu'on ne paye que ce qu'on imprime. Tout à fait. Et donc ça veut dire on peut faire ça une fois tous les ans, une fois tous les 10 ans, on peut faire ce qu'on veut en fait. Tout à fait. Magnifique. Alors, ils ont déjà 1000 écrivains professionnels qui se sont adressés à eux, 2500 livres qui ont été publiés par leurs soins. Ils ont une plateforme d'ailleurs, ça permet aussi la publicité parce qu'on peut aussi voir les livres qui existent sur la plateforme et aussi les commander directement. Et donc, on va gagner beaucoup de ce qu'on appelle, normalement, il y a les libraires ou autres qui prennent au milieu les intermédiaires, quoi. Et là, ça va faire beaucoup gagner. Et il y a aussi les écrivains, surtout professionnels. On dit maintenant que eux, ils gagnent normalement que 10 shekels par livre. Et là, ça leur va permettre de gagner beaucoup plus de cette façon-là. En fait, ils squeezent l'éditeur, quoi, en gros. Les maisons d'édition... Les maisons d'édition. Eux aussi se sont adressés à eux. Ah, eux aussi, c'est surtout les libraires. Et c'est ce que fait Amazon, en fait. Ce sont ces intermédiaires-là qui sont les libraires qui vont en pâtir. Ça. Bien sûr. Bon, alors on continue avec et on termine bien sûr avec le classement Mahalé. C'est un classement en fait qui décide quelle entreprise a apporté le plus à la société israélienne sur différents critères. Ça peut être écologique, économique, ça peut être un apport aussi par rapport à la société civile. Bon, il y a beaucoup d'angles intéressants et donc il y a eu bien sûr un classement important. Oui, tout à fait. Tout ce que vous avez dit, en fait, de l'aide qu'ils apportent ces entreprises-là, on appelle en langage international ESG. C'est quelque chose qui est en vogue depuis plusieurs années. Très recherché par les investisseurs et très recherché aussi par les entreprises parce que ça leur augmente leur image de marque par rapport au public, que ce soit comme des publics d'investisseurs ou des publics d'acheteurs. Donc, chaque année, Mahalé fait un classement pour justement montrer quelle société et comment ils aident la société. Et là, ils ont été vraiment dithyrambiques dans leur classement. Ça que je voulais parler, surtout le commentaire qu'ils ont fait en donnant des chiffres, bien entendu. Ils ont dit que, d'après leurs calculs, de 2022 à 2024, parce que c'est clairement 2025 qui bien sûr, se base sur les chiffres qu'ils ont de toute l'année 2024. Ils ont dit que ça a augmenté de 30% la contribution de ces entreprises-là on est à presque 1 milliard de shekels, alors qu'on était, avant la guerre, autour de 600 millions de shekels. Donc, c'est vraiment très, très grand effort qu'ont fait ces sociétés-là. Il faut se rendre compte que c'est pas des petites sociétés seulement qui sont bien justement, sûr classées. On parle de quelles sociétés? On parle surtout de grandes sociétés et qui sont une part très importante de l'économie. 21% du PIB, donc ceux qui sont classés représentent 21%, c'est énorme. C'est 7% de ceux qui travaillent. 300 000 personnes donc sont classées. C'est important pour eux de voir aussi si les gens sont contents de travailler dans l'entreprise. Donc, on a des noms de quelques sociétés. J'ai pas vu les noms. J'ai vu surtout l'article qui dit dithyrambique, c'est-à-dire qu'il voulait faire beaucoup de compliments et montrer qu'est-ce qu'ont fait les sociétés par rapport à la guerre, justement. Dans quel domaine d'activité, dans l'activité qu'ils ont fait. Et en tout, c'est plus de 400 milliards de chiffre d'affaires qui représentent. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça montre vraiment l'économie israélienne, qu'est-ce qu'elles font ces entreprises pour la société. Alors, il y a eu surtout concernant la guerre, bien entendu, et ils ont dit par exemple que ils ont permis aux gens qui travaillent, aux soldats, aux ceux qui font des milouim, vous pouvez arranger votre travail comme vous pouvez, à leur famille aussi, ou bien si vous avez problème avec vos proches. Des aides morales, des aides aux soldats, ou bien à leurs proches. Des aides dans l'agriculture. On sait que ça a été très difficile l'agriculture pendant ces années-là. Ils ont aidé, ils ont envoyé, c'est-à-dire ils ont fait du bénévolat dans l'agriculture. Ils ont poussé les gens à le faire. Donc tout ça. Ils ont dit aussi, ils ont fait augmenter pendant cette période-là qui est difficile, l'augmentation des femmes dans la direction qui est passée de 33 à 35%. Donc, c'était vraiment... Et on comprend, puisque les hommes étaient en milouim, en gros, bon, il y a eu des femmes aussi, bien sûr, mais la majorité étant des hommes. Donc, en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que cet indice, ce classement, chiffre la résilience israélienne. En gros, c'est ça. Et son unité. Magnifique.
Bon, mais en tout cas, merci beaucoup pour ces nouvelles économiques. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, comme toujours. Merci Daniel. Avec plaisir.